auditeurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Monsieur et dames, bonsoir. D'abord, veuillez nous excuser de ce retard indépendamment de notre volonté et bienvenue à la grande édition de ce soir. À l'ouverture, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi ratification de l'accord cadre de coopération au développement entre la République du Niger et la République italienne ce matin avec 108 voix pour, 0 contre et 13 abstentions. Le compte rendu de la rédaction. Après des longs débats sur les critères suivant lesquels l'Italie va soutenir le Niger, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi autorisant la ratification de l'accord cadre de coopération au développement entre la République du Niger et la République italienne. La nouvelle loi stipule que le Niger désignera une agence d'exécution qui est seule responsable du projet. Elle recrute le responsable et identifie un directeur de projet. Elle est responsable de la garde de l'utilisation appropriée des marchandises et prend toutes les mesures appropriées pour leur entretien. En outre, les commissaires constatent que les interventions pourraient être mises en œuvre avec les ressources financières complémentaires à celles prévues par le programme pays telles que les aides humanitaires ou d'urgence, ressources pour les co-entreprises, conversation ou annulation de la dette et les attributions des bourses d'études et de recherche. Dans le cadre de l'exécution de cet accord, le Niger, après avoir informé l'Italie, peut demander le retrait du personnel expatrié lorsqu'il considère que le travail ou leur conduite est inadéquate. Quant à l'Italie, elle peut demander le retrait à tout moment après avoir informé. Pour ce qui est de cet accord, plusieurs inquiétudes ont été soulevées par les parlementaires auquel M. Ikta Abdoulaye Mohamed, commissaire du gouvernement, a répondu. Nous avons l'Italie a intervenu plusieurs fois dans le cadre de la coopération de développement et l'Italie a intervenu dans le projet d'environnement. L'Italie a dit les seuls problèmes qui ont poussé l'Italie à abandonner sur place l'ensemble des matériaux et tous les dispositifs qui étaient liés à ce projet, ils ont abandonné depuis ce place sur un ensemble d'actes de justice et qui a constitué une sorte d'état de nuit qui fait que l'Italie charge aujourd'hui, à mon avis, charge à avoir une certaine garantie par rapport à l'investissement qu'ils auront à faire sur notre territoire. Surtout quand on parle de matériaux. La deuxième question, c'est l'information précise pour faire comprendre cet accord. Effectivement, il n'y a pas d'information précise parce que c'est un accord d'art. C'est juste une chambre dans laquelle on peut tout mettre. On peut tout négocier. Dans le cadre de cet accord, il n'y a pas de précision, mais les précisions seront données dans le cadre du programme pays et dans le cadre des accords exécutifs. C'est là-bas que nous aurons l'ensemble de précisions par rapport à toutes les actions que l'Italie va amener au niveau des actions du programme de développement déjà
Et c'est là-bas que nous aurons des précisions sur les différentes structures qui pourront intervenir sur notre territoire dans le cadre des actions de développement et qui sont financées par le gouvernement italien. La partie de l'accord, merci pour le moment pour le Canada, par rapport à la précision, effectivement, l'accord de 2017 est également un accord cadre dans le cadre de la coopération militaire. Il n'y a pas de précision, mais les précisions peuvent être données aussi dans le cadre d'autres négociations qui vont intervenir sur la base de l'accord de 2017 et sur l'accord cadre actuel. Il a prévu le programme cadre sur 6 ans. Ce programme cadre s'intéresseront à ce que vous avez demandé, les actions précises. Ces actions précises vont déterminer les priorités thématiques et sectorielles. Et ce programme pays va déterminer également quels sont les financements qui sont engagés et qui va financer. Il déterminera les objectifs à suivre dans le cadre de ce programme et déterminer le processus de suivi et de l'évaluation de l'ensemble des actions. En plus de ça, l'accord a prévu des ordres exécutifs. L'accord exécutif veut dire des ententes supplémentaires, plus supplémentaires à l'accord cadre, plus supplémentaires au programme pays. Supplémentaires parce que c'est signé entre deux parties et ça n'a rien à voir avec l'enveloppe prévue par l'accord cadre. C'est des fonds supplémentaires qui peuvent intervenir, soit signés avec les organisations internationales, soit signés avec des ministères sectoriels. Et c'est aussi également à ce niveau qu'on aura des précisions par rapport aux fonds qui seront mobilisés, par rapport aux secteurs qui sont concernés et par rapport aux structures qui auront la charge d'exécuter les programmes de développement en question. Le deuxième point de l'ordre du jour portant l'exécution du budget du Parlement au titre de l'année 2021 en conséquence est consacré à huis clos entre les parlementaires. Notons enfin que les travaux en séance plénière reprendront le vendredi 1er juillet 2022 avec 3 points inscrits à l'ordre du jour, dont l'examen et vote du projet de loi déterminant les principes fondamentaux de la santé et de l'hygiène publique. Cérémonie de remise de diplômes aux étudiants de l'Université islamique du Niger pour l'année académique 2021-2022 et ses 881 lauréats qui ont été à l'honneur. Zainabou Gagara était sur les images de Moumouni Abdraman pour ce compte rendu. Cette cérémonie marque le moment mémorable de l'histoire de l'Université islamique au Niger, car ils sont au total 881 étudiants de toutes les facultés confondues qui ont franchi cette étape unique dans le parcours étudiant. Ce moment solennel de remise des diplômes a vu la présence de plusieurs hautes personnalités ainsi que les étudiants et parents d'élèves. Le recteur de l'Université islamique au Niger, après le mot de bienvenue, a exprimé ses sentiments. Cette année, nous allons au moins fêter la sortie de 881 étudiants. Et vous savez, en 1986, il n'y avait que 34 qui sont sortis. Cette année, nous avons jusqu'à plus de 800 et quelques. Donc c'est une fierté pour lui et surtout au nom de ces professeurs qui ont donné ce savoir. Aujourd'hui, nous allons avoir plus de 800 ambassadeurs. Plus de 800 ambassadeurs pour le rayonnement de la culture islamique et surtout pour le rayonnement de la langue arabe. Et si nous sommes aujourd'hui, comme il vient de le dire, nous sommes aujourd'hui avec vous, c'est grâce à une personnalité de bienfaisance. Le roi Abdallah qui a émis à votre service ce bijou pour le Niger, pour la sous-région et pour la Oumma islamique. C'est un honneur aussi pour ces étudiants et ces étudiantes qui ont eu à travailler d'arrache-pied pour obtenir leur diplôme. Et comme vous le savez, la particularité de cette université, c'est grève zéro.
À l'issue de cette cérémonie de remise des diplômes aux étudiants de l'Université islamique au Niger, le secrétaire général de cette institution a lancé un appel à l'endroit des parents. Nous avons des lauréats qui sont sortis dans les différentes facultés, la médecine, la science technique, l'informatique, l'administration générale, la langue arabe, charia, et vraiment qui sont les futurs ambassadeurs de l'université islamique. Et qui sont vraiment, ils sont vraiment éparpillés. Ils sont de nationalités, différentes nationalités, ceux qui viennent de la sous-région. Donc, raison pour laquelle nous pouvons vraiment remercier Allah le Tout-Puissant de nous avoir donné la chance et l'opportunité de finir cette année en beauté. Cette université, vraiment, elle est unique à son genre et surtout, elle est ouverte, ce n'est pas seulement pour les arabisants, elle est même destinée à ceux qui ont fait le français. Cette cérémonie marque la fin d'un cycle dans la vie de ces étudiants. Espérons que ces derniers deviennent les meilleurs ambassadeurs pour représenter l'université islamique au Niger partout dans le monde. À retenir que les meilleurs lauréats ont été primés pour immortaliser la cérémonie qui a pris fin avec la photo de famille. Toujours dans cette édition, l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management a procédé à une fête de fin d'année au profit des étudiants et des enseignants ce jeudi 30 juin 2022 au centre aéré de Niamey. Les détails avec Moubarek Yakouba et Abdelmoumouni Abdraman. C'est le cri de joie et de bonheur qui anime l'ensemble des étudiants de l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM pour cette fête de fin d'année. Après une dizaine de mois d'études, l'administration en collaboration avec le comité exécutif ont créé ce cadre de distraction ce 30 juin 2022 au profit des étudiants, des enseignants et les parents d'élèves. Tous ont répondu massivement présents. Au cours de cette fête, plusieurs étudiants et étudiantes ont reçu des récompenses dues à leur travail académique à travers la remise des bourses. C'est quelque chose d'habituel que nous organisons chaque année, surtout après la proclamation des premiers résultats, des premiers examens qui sont le BP d'État dans la fonction professionnelle. Donc chaque fois, on se réunit pour festoyer ensemble, parce que durant toute l'année académique, on est là seulement pour former, crier, gronder, châtier les enfants pour une réussite. Alors la fin de cette année, ça a été payant par rapport à un résultat très satisfaisant. Du coup, c'est ça qui nous a permis de faire cette fête-là afin de les récompenser. Donc c'était l'objectif de la fête. Et aujourd'hui, cette année, la particularité est que quoi? Et on a décerné les bourses d'études pour tous les admis au BP d'État et enfin même tous les non-admis aussi, on a pensé à eux pour les encourager à les entraîner aussi une bourse d'études de 10% pour la rentrée prochaine. Et cette politique, on l'a aussi appliquée pour tous les autres niveaux qui auront un examen d'État à faire. Plusieurs prestations sont inscrites dans le programme tout au long de la journée, ce qui va souffler les étudiants. C'est la 8e édition de la fête de fin d'année et comme vous le constatez, nous avons subi 8 mois d'études et il est temps de se distraire avant de partir en congé et comme à l'accoutumée, chaque année on le fait. C'est dans nos habitudes et comme il reste toujours sociable. Et vous le constatez ici, nous sommes là, tout le monde est en train de fêter dans la joie, la paix et la quiétude pour clôturer l'année en beauté. A noter que la fête de fin d'année est un rendez-vous de divertissement et de la cohésion pour dire au revoir à l'année scolaire. Autre aspect de l'actualité pour évoquer la question sanitaire dans cette édition. Du fait de la mauvaise récolte annoncée par les autorités et d'autres indicateurs semblables, notamment les alertes des ONG et agences des Nations Unies, peut-on craindre une hausse des cas de malnutrition dans la région
Bengali Aboubakar, responsable des activités hospitalières de MSF à l'hôpital du district de Madarounfa, répond. Il revient sur les dispositions prises par l'organisation pour se faire face à une probable crise nutritionnelle. Suivez. Quand on compare les chiffres par rapport à l'année dernière sur le mois de mai qui vient de finir, on ne voit pas une augmentation réelle, on voit plutôt une diminution. Mais ça peut s'expliquer aussi par de l'autre côté de la frontière, comme on l'a dit, comme il y a un projet MSF qui vient de débuter là-bas, donc, et qui avait beaucoup d'enfants qui venaient du Nigeria. Avec l'ouverture de ce projet, cette baisse d'activité peut être due un peu à la répartition du nombre de malades entre notre projet et le projet qui vient d'être ouvert au niveau du Nigeria à Kassi. On n'a pas jusque-là, sur la même période par rapport à l'année dernière, on n'a pas constaté une augmentation des chiffres qu'on a comparés à la même période de l'année dernière sur les ambulatoires, c'est-à-dire la prise en charge des cas sévères au niveau de CSI. Nous sommes à une baisse de 16% et au niveau de l'hôpital, c'est-à-dire l'hospitalisation, pour les cas de malnutrie aussi, nous sommes à moins 40% par rapport au mois de mai de l'année dernière. Beaucoup de nos malades qui sont pris actuellement au niveau du Nigeria par ces programmes, car un certain nombre important de nos enfants malnutris viennent du Nigeria, qui est quand même une zone aussi de conflit, et comme je l'ai dit, le conflit favorise la malnutrition. Au niveau des Médecins sans frontières, nous avons sur l'année des périodes différentes où l'activité varie. Donc il y a une période de janvier à juin où on est en baisse d'activité et la capacité d'hospitalisation est limitée à 120 lits. Maintenant, comme je l'ai dit, ça fait des années, on constate à partir du mois de juillet jusqu'à mi-novembre, fin novembre, on constate une augmentation considérable des nombres d'admissions au niveau de l'hôpital, ce qui nous amène à augmenter la capacité d'hospitalisation. Donc pour cette augmentation des capacités d'hospitalisation, il y a quelques volets sur lesquels on travaille, notamment il y a tout ce qui est l'augmentation des effectifs, et tout ce qui est les travaux de réhabilitation, certaines installations pour avoir des bâtiments où mettre les patients et aussi tout le matériel qui suit pour une bonne prise en charge de ces patients. Ça varie d'une année à l'autre. L'année dernière, la capacité est montée jusqu'à environ 400 lits. Mais cette année, comme pour les raisons qu'on a citées tantôt, nous pensons qu'on devrait avoir moins de patients par rapport à l'année dernière. Donc, pour cette année, on est sur une estimation de 265 lits. Sans oublier qu'au niveau des périphéries aussi, on est en train de réfléchir à une stratégie de pouvoir stabiliser certains patients au niveau du centre de santé de Danissa, qui est quand même un des centres de santé qui réfère un nombre important de malades au niveau de l'hôpital. On estime environ 30 000 enfants qui ont bénéficié d'une prise en charge l'année dernière. Effectivement, des activités quand même, jusque-là, il n'y avait pas beaucoup d'activités qui sont spécifiques à la prévention de la malnutrition. Et comme je l'ai dit, dans nos stratégies actuelles, on est en train de mener des activités communautaires qui va concerner beaucoup plus la prise en charge des malnutritions modérées. Il y a une activité qui sera couplée à cette activité qu'on appelle les bébés mères-enfants, c'est-à-dire qu'on va apprendre aux mères des familles de pouvoir mesurer leurs enfants et en fonction du résultat orienter ou pas l'enfant au niveau d'un relais communautaire pour éventuellement bénéficier d'une prise en charge ou des conseils nutritionnels. Il y a aussi sur ce volet, il y a des séances de démonstration clinique qu'on fera aussi, parce que la malnutrition ici chez nous, c'est pas forcément souvent le manque de nourriture, mais c'est comment ces mamans préparent ces nourritures pour que ces aliments pour qu'ils soient bénéfiques aux enfants. Et on pense qu'avec cette activité qui est communautaire, on va pouvoir réduire le nombre de cas qui passent de modérés à sévères. Et aussi, c'est une activité qui va s'accompagner de beaucoup plus de sensibilisation qui peut être bénéfique aussi pour les mamans. Et aussi, on sait aussi que les autres pathologies favorisent aussi
la survenue de la malnutrition. Dès que l'enfant fait un épisode de maladie, facilement, il peut tomber dans la malnutrition. Donc, cette année, Médecins sans frontières a décidé aussi d'appuyer le ministère dans la stratégie et la prévention du paludisme saisonnier qu'on appelle communément la CPSE. Médecins sans frontières a commencé ses activités dans la région de Maradi en 2001 et soutient le ministère de la Santé publique dans les services de pédiatrie, de centres de récupération nutritionnelle intensif Créni et de néonatologie à l'hôpital du district de Madarumfa depuis 2015. Les soins offerts par Médecins sans frontières de l'hôpital du district sont centrés sur la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère avec complications, sur la pédiatrie en hospitalisation chez les enfants de moins de 5 ans et sur les soins néonataux. L'organisation prend en charge en ambulatoire la malnutrition aiguë sévère sans complications pour les enfants de 6 mois à 5 ans dans 5 aires de santé dont Issa accueillant aussi des enfants en provenance des villages frontaliers du Nigeria. Une de nos équipes en mission récemment à Maradi a rencontré des mamans nigériennes au CSI de Issa avec leurs enfants malades. À notre micro, elles évoquent les raisons de leur présence. Le problème, c'est la maladie de la petite. Là-bas, elle a été traitée plusieurs fois sans succès. C'est à ce moment-là que nous avons décidé de venir ici à Issa. Depuis, elle a retrouvé la santé. D'ailleurs, nous faisons plus confiance aux soins reçus au Niger. Même pour le suivi des grossesses, c'est ici que nous venons. C'est ici que nous accouchons, même en pleine nuit. Nous étions arrivés à 2 heures du matin. Nous avons décrit les symptômes et ils nous ont prescrit les médicaments nécessaires. Ils lui ont donné du plein punette et ils nous ont demandé de revenir dans 1 semaine. La semaine s'est écoulée et nous voilà revenus. La vérité, les médicaments nous ont été donnés gratuitement. Nos dépenses s'arrêtent vraiment à notre transport et à notre nourriture. Nous venons de Samba, au Nigeria. Nous sommes très bien accueillis. Aujourd'hui, je suis à ma 4e semaine. Nous venons juste d'être libérés. Mon enfant est guéri. On nous le donne gratuitement et nous le donnons aux enfants qui guérissent vraiment très bien. Ah non, je ne suis pas encore relâchée. Ils m'ont demandé de revenir. Autre aspect de l'actualité avant de revenir sur la prise en charge de la malnutrition par le Médecins sans frontières à Madarumfa. La première dame Hadiza Bazoum a présidé ce jour 30 juin à la tribune officielle de Tawa la cérémonie du lancement du projet d'autonomisation économique des femmes et des jeunes de la dite localité. Le compte rendu de la rédaction. Cette cérémonie riche en couleurs officiellement lancée à Tawa ce 30 juin marque le lancement officiel du projet d'autonomisation des femmes et des jeunes des départements de Kwani, Malbaza, Tawa et Bouza. À travers ce projet pilote, la Fondation Nour et ses partenaires vont accorder des crédits sans intérêt en milieu rural au groupement féminin. Dans son discours à cette occasion, la première dame, après avoir félicité l'engagement du ministre des Finances, elle a déclaré que ce projet est son engagement à promouvoir l'entrepreneuriat des femmes. Ce projet d'autonomisation des femmes et des jeunes pour la région de Tawa est une initiative pilote que je lance aujourd'hui pour contribuer aux objectifs du gouvernement définis dans la stratégie nationale d'autonomisation économique de la femme et dans celle de l'entrepreneuriat des jeunes du Niger. Ce projet, auquel je tiens beaucoup, est la traduction de mon engagement pour la promotion de l'entrepreneuriat. Je suis consciente de l'importance des activités génératrices de revenus des femmes et leur capacité de transformer la vie pour un avenir meilleur. Dans cette région, en particulier les femmes,
contribue fortement à la sécurité alimentaire et au bien-être des familles à travers les petites activités de commerce, d'élevage, d'artisanat et de l'agriculture. Malheureusement, les femmes et les jeunes peinent à développer leur activité faute d'accès au crédit. En effet, le faible accès des femmes au crédit et à l'épargne constitue l'une des causes profondes de la féminisation de la pauvreté au Niger. Pour sortir la femme de cette vulnérabilité économique, la mise en place de mécanismes structurés et durables supplémentaires de finances s'impose. Le partenaire financier n'est pas resté sans voix à cette occasion. À l'occasion du lancement officiel du programme d'inclusion financière et d'autonomisation des femmes et des jeunes qu'organise mon département ministériel, à savoir le ministère des Finances et la Fondation Nour, représentée ici par sa présidente, Madame la Première Dame, Hajia Khadija Bazoum Mohamed. Madame la Première Dame, présidente de la Fondation Nour, merci. Merci d'avoir honoré votre présence cette cérémonie. Merci pour votre engagement à nos côtés. Merci pour avoir accepté cette collaboration très importante pour notre projet d'inclusion financière. Cette mission cadre parfaitement avec celle de mon département ministériel à travers la stratégie nationale des finances inclusives qui vise à améliorer l'accès aux produits et services financiers aux femmes, aux jeunes, aux promoteurs des activités génératrices de revenus, en milieu rural comme en milieu urbain, et les micro et petites moyennes entreprises formelles et informelles qui sont des populations exclues souvent du secteur bancaire classique. C'est donc tout naturellement que le ministère des Finances a proposé la collaboration avec la Fondation pour conjuguer les efforts et créer les synergies d'action pour l'accomplissement de cette noble mission. Il s'agit pour nous tous de profiter non seulement de la marque de la Fondation Nous, mais surtout de l'autorité morale et du prestige de la Première Dame pour mobiliser les populations, notamment rurales, en vue d'accélérer leur inclusion financière. Le gouverneur de la région de Tawa, M. Issa Moussa, quant à lui, se réjouit d'accueillir l'événement. C'est un immense honneur pour moi d'accueillir la Première Dame, présidente de la Fondation Nour, Madame Bazoum Hajia Hadiza, ainsi que toute la délégation au niveau de cette tribune officielle de la région de Tawa. En effet, cette journée consacre le démarrage d'une initiative fortement attendue par les femmes et les jeunes de la région de Tawa, à savoir le projet d'inclusion financière et d'autonomisation des femmes et des jeunes. C'est le lieu d'exprimer la profonde reconnaissance des populations de Tawa en général et des femmes en particulier à la Première Dame, aux députés nationaux, ainsi qu'au ministre des Finances et son équipe pour leur engagement. Au Niger, les activités entrepreneuriales exercées par les femmes sont concentrées dans les zones urbaines au détriment des zones rurales. Elles sont dominées par l'informel à plus de 90%. La majorité des femmes n'a pas de compte dans une institution financière. Le projet d'inclusion financière et d'autonomisation des femmes et des jeunes intervient opportunément à travers cette cérémonie qui pose les jalons d'une campagne de communication appropriée sur l'importance pour les femmes d'être incluses financièrement, y compris à travers le mobile money. Aussi, à son tour, le président du conseil de la ville de Tawa, M. Abdou Ouhoudodo, n'a pas manqué de souhaiter la chaleureuse bienvenue aux participants de la capitale de l'ADER. Ce projet va s'étendre dans toutes les régions du pays. Notons que la Fondation Nour a offert un don composé de 50 tonnes de riz, 50 tonnes de mil, 50 motos et 3 ambulances destinées à Bazagor, Akubunu et Tassara. Selon la répartition, cette initiative entreprise par la Fondation Nour est à saluer. Revenons à présent sur comment se fait la prise en charge de la malnutrition. Je vous propose de suivre Maman Bra Ibrahim, responsable des soins infirmiers MSF de Madarumfa. Très bonne réception et à bientôt.
Moi, c'est Maman Ibrahim. Je suis le responsable des soins infirmiers à l'unité clinique de l'hôpital du district de Madarapa. Ici, nous prenons en charge les enfants de 0 à 5 ans et nous intervenons en dehors de l'hôpital sur 5 sites à l'externe, dont les sites de Danissa, les sites de Nyalwa, les sites de Madarapa, les sites de Sako et les sites de Gabi. Donc chaque jour, du lundi au vendredi, nous référons des enfants de ces 5 crénasses qui viennent au niveau de l'hôpital pour prise en charge hospitalière. Donc les enfants, une fois référés, ils atterrissent ici. Donc ici, tous les mamans lavent les mains. Ça veut dire qu'ils font l'hygiène des mains avant de continuer au niveau de la salle de triage. Donc nous avons une salle de triage où nous accueillons les cas jaunes, qui sont les enfants prioritaires, les cas verts, qui peuvent attendre, mais les rouges, ils continuent directement au niveau de la salle de consultation. Donc nous avons une équipe d'infirmiers et d'aides-soignants qui font tout ce qui est mesures anthropométriques, à savoir la toise, les poids, les PB, les paramètres vitaux tels que la respiration, la fréquence cardiaque, la saturation, avant de prioriser et de continuer vers la salle de consultation. Donc une fois le triage fini, l'équipe envoie les enfants dans la salle de consultation en fonction de leur état clinique. Comme je l'ai dit, les rouges n'attendent pas, ils continuent directement. Après les rouges, les jaunes passent, ainsi de suite, les verts passent. Et les triages continuent. Ici donc nous avons la salle de consultation, nous avons toute une équipe qui est là. Il y a l'équipe médicale, il y a l'équipe infirmière et l'équipe des soignants qui sont là. Donc comme vous l'avez constaté, nous avons des lits de consultation qui ne font pas partie des lits d'hospitalisation mais de consultation avant d'orienter les malades. Donc c'est ici, en fonction des priorités, que les enfants sont soit stabilisés, de toute façon ils sont tous consultés et orientés en fonction de leur état clinique vers les différents services. En fonction de l'orientation vers les différents services, d'autres qui sont les plus gravataires partent au niveau des soins intensifs, c'est ce qu'on appelle les cas rouges, ici. Maintenant, les autres partent en phase 1, c'est-à-dire au niveau du crâne. Si c'est les cas pédiatriques, donc qui sont orientés au niveau de la pédiatrie. Donc voilà les 3 unités d'orientation au niveau du crâne de Madaro. Au niveau des crânes, au fait, il y a plusieurs unités de stabilisation. Ce qu'on appelle communément les phases 1. Et en dehors de la phase 1, nous avons la phase T. Donc une fois l'enfant est stabilisé, il est orienté en phase T. Et de la phase T, on fait sa sortie pour aller à la maison, pour faire son suivi au niveau des crânes. Les enfants stabilisés au niveau des soins intensifs, s'ils font des cas nutritionnels, ils sont orientés vers les phases 1. En dehors des enfants qui viennent des soins intensifs, il y a des enfants aussi qui viennent des admissions, qui sont des cas qui ne nécessitent pas une prise en charge au niveau des soins, qui sont directement orientés au niveau des phases 1. Donc nous avons 3 phases 1 actuellement. Nous avons la phase 1A, la phase 1B et la phase 1C. Je l'ai dit, ici c'est la phase 1A. La phase 1A, la phase 1 ça veut dire stabilisation. Donc c'est la suite tantôt des soins intensifs ou bien des enfants qui ne nécessitent pas d'aller aux soins. Donc ils sont orientés au niveau de la phase 1. Au niveau de la phase 1. Donc la phase 1, c'est quoi ce rôle? C'est de stabiliser les enfants avant de les orienter vers la phase T, la phase de transition où ils vont commencer à prendre les aliments thérapeutiques avant de continuer à la maison et continuer leur suivi au niveau des crémasses. Ici on donne des 1,75 chez les enfants malades. On fait la surveillance des selles des pertes
la surveillance des paramètres vitaux tels que la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température, le suivi médical évidemment. Une fois les enfants stabilisés, c'est-à-dire que toutes ces complications-là que je venais de citer, le côté médical il est stable, le côté paramètres vitaux, tout ce qui est fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, saturation, l'enfant il est stable. Du point de vue tête, l'enfant ne fait pas par exemple des scènes, il ne fait pas des vomissements, il ne fait pas de stress. Donc, ce sont ces paramètres qui permettront effectivement d'évaluer l'enfant et de l'avancer vers la phase test. qui constitue effectivement un endroit où on donne les aliments thérapeutiques PPM à l'enfant, juste les préparer et amener en ambulatoire. Au niveau de la phase 1B, il y a ce qu'on appelle les cas spéciaux. Ils aussi sont comptabilisés effectivement dans les enfants malnutris, donc leur prise en charge est un peu spécifique. Donc en dehors de ces unités de phase 1, nous avons la phase T. Donc une fois les enfants stabilisés, ils sont orientés, si c'est des cas au niveau de la pédiatrie, pour suivre leur traitement. Si c'est des cas mixtes, ils sont orientés vers la nutrition au niveau de training, pour suivre leur traitement aussi, pour continuer jusqu'à la sortie. Sauf en cas peut-être de dégradation de l'état, quand quelque chose ne va pas chez un enfant, on peut juger utile en fonction de son état et les ramener aussi pour une autre stabilisation. Ils sont orientés au niveau de la phase T. Les enfants durent là-bas en moyenne 24 à 48 heures. Juste, ils s'habituent effectivement à des PPN. C'est un aliment thérapeutique de prise en charge aussi, pour continuer leur suivi au niveau de l'ambulatoire. Mais au niveau de la phase T, après la sortie, ces enfants-là reçoivent des médicaments, ça veut dire la suite des traitements qu'ils devraient recevoir pour continuer les traitements à la maison. Donc, avant de donner ces médicaments, nous avons une unité pharmaceutique, là où nous disposons l'essentiel des médicaments pour la prise en charge de ces patients. En dehors des phases 1, donc nous avons la phase T, donc c'est la phase de transition en un mot. Ça veut dire que tous les enfants malnutris stabilisés, ils sont amenés au niveau de la phase de transition pour les observer 48 heures, 24 heures, voire 48 heures après. Donc, dans cette phase, il y a les PPM, les plantinates, c'est un aliment thérapeutique de prise en charge de malnutrition, juste pour préparer l'enfant à aller à la maison pour continuer son suivi ambulatoire. Ici, après les sorties, les traitements sont donnés aux enfants. Mais il faut noter que tous les médicaments qui se donnent dans les unités de consommation proviennent de l'unité pharmaceutique que nous avons au niveau de l'hôpital du district de Madaro. Donc l'enfant il est servi en PPN, il est servi en médicaments. S'il a le reste des médicaments qu'il n'avait pas pris, enfin d'aller à la maison pour continuer le reste de la thérapie, tout en expliquant effectivement à la maman qu'est-ce qu'elle doit faire, c'est comment donner les médicaments, avant de donner qu'est-ce qu'il faut faire, avec quoi il faut donner, tout ça là on prend soin d'expliquer, c'est ce qu'on appelle l'approche centrée, c'est-à-dire on fait intervenir les mamans dans les prises en charge de leurs enfants. Donc voilà en quelque sorte ce qu'on fait au niveau de cette phase T et en général au niveau de l'hôpital des districts de Madarika pour la prise en charge pédiatrique. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500.
Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.